Bonsoir à tous, merci de venir nous rejoindre sur cette émission Le défi de la vérité de François. François, vous savez, est une chaîne libre, indépendante, pour la liberté d'expression, contre la censure et surtout pour le droit de savoir. Aujourd'hui, on reçoit le professeur Péronne pour la 3e fois en 3 mois. À chaque fois, ces invitations donnent lieu à un succès d'audience colossal. Professeur, bonjour. Bonjour. Vous êtes un professeur de renommée internationale, vous êtes un scientifique libre, vous êtes un médecin libre, mais vous êtes surtout un homme libre. Et c'est cette liberté de parole qu'on apprécie véritablement beaucoup chez vous. Est-ce que, professeur, vous pensez véritablement aujourd'hui que ce virus justifie véritablement l'hystérie ambiante? Je pense qu'on en fait trop. Moi, je suis pas. Bien sûr qu'il y a eu une pandémie, bien sûr qu'il y a eu beaucoup de morts en mars-avril. Maintenant, le nombre des morts, on peut plus trop savoir le nombre exact parce qu'il y a tellement de tests qu'on appelle PCR pour le diagnostic qui donnent des faux positifs qu'on ne sait pas qui est mort avec la Covid ou sans la Covid. Donc, on a des statistiques qui ne veulent plus dire grand-chose aujourd'hui, mais dans beaucoup de pays, malheureusement. Mais quand on regarde les statistiques globales de mortalité d'une année sur l'autre, il y a eu une surmortalité cette année, mais exclusivement chez des personnes de plus de 80 ans, 85 ans, et je suis très malheureux pour eux, mais on aurait pu prévenir les morts chez les personnes âgées si on avait mis le paquet pour les protéger eux, leur donner des produits anti-infectieux préventif, prophylactique, puisqu'on sait qu'il y a des études qui ont montré que ça marchait, et on a interdit le traitement chez les personnes qui étaient à risque. Mais pour le reste de la population, moi, je ne suis pas inquiet. Il y a eu quelques dizaines de morts en France de moins de 60 ans depuis le début de l'épidémie. Donc, on est en train de détruire la société, détruire l'économie, détruire les commerces, détruire la culture, détruire les restaurants, les cafés. Pourquoi finalement, quand on regarde avec d'autres épidémies, ça n'a pas été bien pire dans d'autres occasions. On n'a pas arrêté le pays pour autant, parce que les catastrophes économiques, sociales, les suicides, ça va être colossal. Alors justement, on va revenir quand même sur l'origine du virus, puisque ça donne lieu à une polémique sans précédent à l'heure actuelle. Certains disent que le virus est d'origine naturelle, d'autres de façon artificielle, en gros qu'il a été créé en laboratoire. Est-ce que vous avez en tout cas une idée sur la question? Alors, moi, je ne suis pas virologue et je ne veux pas me prononcer à la place des virologues. Je regarde parce qu'il faudrait que le gouvernement, les autorités rassemblent tous les virologues autour d'une table pour trancher définitivement, parce que c'est quand même facile avec un ordinateur, on a toutes les séquences de virus, on peut très bien voir si c'est naturel, si ça vient de la chauve-souris, du pangolin, ou s'il y a des séquences qui viennent d'ailleurs. Parce que je constate, c'est qu'il y a de plus en plus d'experts de très haut niveau dans plusieurs pays qui disent que ce virus n'est pas naturel. Après, c'est pas à moi de trancher. Je regrette qu'il n'y ait pas un vrai débat de fond avec les scientifiques pour trancher. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des choses très intrigantes dans ce qu'on lit, qui ont été publiées en Chine, aux États-Unis, en Europe. Alors, on va revenir sur les publications, hein, c'est essentiel. Et c'est la raison de votre venue. Mais je ménage un peu le suspense auprès de nos téléspectateurs. On va revenir donc sur ces parutions dans un instant, notamment dans le New England Journal of Medicine. Mais d'abord, avant cela, peut-être sur les solutions aujourd'hui par rapport à cette pandémie, des solutions qui existent et qui n'impliquent pas forcément, professeur, le vaccin. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, le vaccin pour une maladie qui, au total, la mortalité globale est 0,05% chez les personnes à risque, on peut régler l'épidémie en quelques semaines si on fait les choses dans le bon ordre. C'est-à-dire que le virus circule dans les écoles et chez les gens dans la fleur de l'âge qui travaillent, à la limite, c'est comme quand il y a l'épidémie de grippe ou d'un autre virus, ils s'immunisent, ils font une forme qui n'est pas trop méchante. Les quelques rares cas qui font une forme plus méchante, ils sont hospitalisés, on leur donne un traitement. Mais là, depuis des mois et des mois et des mois, on a refusé les traitements, alors qu'il y a des tas de publications scientifiques internationales sur plusieurs molécules, il n'y a pas qu'un seul médicament, qui montrent que ça marche. Et c'est l'expérience des médecins de plein de pays qui disent que quand on l'utilise, ça marche. On ne passe plus les malades en hospitalisation, on ne les passe plus en réanimation. Et comment ça se fait qu'on est des mois après, et on continue à nous dire qu'il n'y a pas de médicament? C'est plus de la science, c'est du déni. Mais je reviens sur cette question du vaccin. Effectivement, certains prônent le vaccin, certains le revendiquent haut et fort, mais il doit y avoir quand même, en termes médicaux, vous le connaissez très bien, professeur, la notion de consentement éclairé. Et on a l'impression qu'on ne sait pas ce qu'il y a véritablement dans ces vaccins que les gens prennent aujourd'hui. C'est votre sentiment? Pour bien le dire aux gens qui nous écoutent, j'ai toujours été un pro-vaccinal important, parce que j'ai présidé toutes les commissions qui faisaient la politique vaccinale en France pendant des années et des années. Donc je suis pro-vaccin à fond. Là, ce qui se passe, ce qui me choque, ce qui a choqué aussi le professeur Clarence Sigris, qui est une grande experte de la vaccination à Genève, c'est que tout s'est fait à la va-vite. On n'a même plus le temps de voir les résultats. C'était même pas publié encore il y a quelque temps.
on ne sait pas trop si les données ont été vérifiées, et d'un seul coup, on vaccine tous les pays. Vous savez, en recherche clinique, c'est un peu technique, il y a la phase 1, 2, 3, 4, c'est les étapes pour développer un médicament ou un vaccin. La phase 1, on fait des essais chez les volontaires sains pour voir s'il n'y a pas d'effets secondaires graves. Phase 2, on étend un petit peu, on étudie la dose. Et phase 3, c'est une étude qui doit inclure beaucoup de gens, qui doit durer un certain temps, avant de voir que oui, vraiment, ça marche, il n'y a pas d'effets secondaires embêtants, on peut envisager la commercialisation. Et là, officiellement, ils ont dit qu'ils ont fait des phases 3, mais qui étaient des phases 3 accélérées. Moi, je n'ai jamais vu ça dans les études. Et donc, d'après vous, on est toujours à la phase 2 ? À la phase 3. Parce que là, on est en début de la phase 3. On est en train de, la phase 3, officiellement, elle est terminée pour certains laboratoires, mais on est dans une situation comme si on continuait la phase 3, qui a été un peu bâclée, faute de temps, sur la population. Et moi, quand j'ai demandé à des médecins qui vaccinent, mais vous faites signer un consentement éclairé aux personnes qui reçoivent le vaccin, ils m'ont dit non. Donc, moi, je ne suis pas contre les vaccins. Je dis, les vaccins doivent se faire dans l'ordre des choses, selon la loi. Si tout n'est pas complètement évalué, les autorités ont le droit de le dire. Écoutez, voilà, ce n'est pas encore complètement évalué, on avance, on va apprendre en marchant. Mais c'est le discours que ça y est, tout est évalué, ça marche, il n'y a aucun effet secondaire, qui... je trouve qu'on va un petit peu trop vite, c'est tout. Oui, mais c'est vrai que les autorités, à leur décharge, prône aujourd'hui la nécessité de répondre, en fait, notamment aux variants qui sont arrivés. Donc, on essaye de parer au plus pressé, en quelque sorte. Les variants, il y a un problème de transmissibilité à travers les variants. Dans toutes les infections respiratoires, on le sait avec la grippe, au fil du temps, le virus mute et change un petit peu ce qu'on appelle les variants. Il y a des variants qui sont presque pareils que le virus précédent, puis de temps en temps, dans un pays ou un autre, pour des raisons diverses, le variant va être un petit peu plus différent. Et dans certains cas, c'est vrai qu'il peut échapper un petit peu à la réponse immunitaire. Alors, c'est jamais 100%, 0%, même si on a un variant qui est assez proche du virus initial. Si on a fait le virus, on a quand même une immunité de fond qui le plus souvent, nous protège quand même. Là, c'est vrai que, alors, on nous fait peur avec tous ces variants. Déjà, on nous a fait peur au mois de septembre. Attention, il y a un nouveau variant espagnol qui est terrible, qui va ravager l'Europe. On ne l'a toujours pas vu. Là, il y a le variant anglais, le variant sud-africain, pas de partout. Quand on regarde ces variants, c'est vrai, on l'air plus contagieux, mais honnêtement, quand on regarde à l'échelon de la planète, ces variants ne sont pas responsables d'augmentation de mortalité. Donc il faut être prudent. Et c'est vrai qu'aussi, comme là en plus les vaccins ont été développés de façon un peu rapide, on ne sait absolument pas si ces vaccins seront aussi efficaces sur les variants. Donc il y a encore beaucoup de questions scientifiques. Moi je suis un scientifique, j'aimerais que tout ça soit pris à bras-le-corps par les scientifiques, les autorités, pour faire les bonnes études, pour montrer tout ça. Pour l'instant, on est dans un flou artistique. Oui, c'est ça, parce que finalement, la question sous-jacente à celle que vous posez là, c'est comment reprendre aujourd'hui le contrôle véritablement de la santé. On a l'impression qu'elle nous échappe, cette santé aujourd'hui. C'est votre sentiment, professeur ? Oui, parce que la santé est un peu déconnectée de la science, parce qu'il y a une petite élite qui se dit scientifique et qui ne lit pas toutes les publications scientifiques ou quand on fait un résumé qui n'est pas conforme à la réalité, et puis qui influence des personnalités politiques qui, je ne leur reproche pas, ne connaissent pas la science. Mais on arrive dans une politique qui n'est plus cohérente avec une gestion d'épidémie. Moi, si on me demandait de gérer l'épidémie, je n'isole pas totalement papy-mamie de leur famille. Mais si la famille a un rhume, des signes respiratoires, n'allez pas voir vos grands-parents, prendre des mesures de précaution, qui mettent un masque s'il y a besoin dans certaines circonstances, mais que dans les EHPAD et que les personnes âgées puissent bénéficier par soit le médecin généraliste, soit le gériatre, tout de suite de traitements qui marchent, que ce soit l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, la vitamine D, le zinc, l'ivermectine, il y en a plein. Il y a des études, c'est pas du pipeau, il y a des études qui le démontrent. Il y a l'expérience de milliers de médecins dans le monde qui ont utilisé ces molécules, qui en sont parfaitement contents. Et dans les EHPAD, on va dire, vous avez juste droit au Doliprane, et si ça ne va pas, vous faites une injection de Rivotril. Peut-être, déjà, on avait déjà des informations sur l'hydroxychloroquine au tout début de l'épidémie, mais on continue à être dans le déni et à refuser les traitements qui marchent. C'est ça qui me choque. Moi, j'ai horreur des polémiques, si on pouvait faire simple. Mais je peux vous dire que si on faisait vraiment ça, parce qu'il y a même des études avec l'ivermectine qui montrent que des doses préventives, des petites doses comme ça filées, peuvent empêcher la contamination. Donc, s'il y a un cas, personne âgée dans une EHPAD qui a la maladie, on le fait bien pour la grippe, on peut donner le traitement préventif dans les personnes qui ont été en contact, dans la même chambre, ou dans le couloir, ou au réfectoire, et l'épidémie dans l'EHPAD, elle s'arrête. Et si on a un traitement actif, regardez la différence énorme entre les pays qui ont traité tout le monde et les pays qui n'ont pas traité.
sur la mortalité, c'est énorme. Alors justement, on va revenir précisément sur ce que vous venez de dire, qui est absolument capital, notamment sur les traitements précoces. Alors, il y a des études qui ont été menées un peu partout, et notamment 2 qui sont des études, je veux dire, qui ont une notoriété internationale, avec notamment des parutions hier et demain, notamment dans le New England Journal of Medicine. Pourquoi ces études, dont vous êtes, vous, l'auteur, en tout cas l'un des auteurs, pourquoi ces études sont si importantes, professeur? Alors, ce n'est pas une étude qu'on a faite, c'est une lettre avec tous les arguments scientifiques pour critiquer... Une parution, disons. Voilà, pour critiquer dans l'étude Recovery, pour ne pas la nommer, qui a été lancée par les Anglais avec un peu le soutien de l'OMS. Recovery, on a utilisé des doses potentiellement toxiques d'hydroxychloroquine. Moi, quand j'ai vu l'étude, c'était au mois de mars, j'étais effaré. Je dis, mais comment ils peuvent utiliser des doses comme ça? Alors, c'est peut-être pas encore les doses... Un surdosage, c'est peut-être pas encore les... Parce que c'est vrai que l'hydroxychloroquine, on peut se suicider avec si on avale 3 boîtes. On n'était pas à la dose du suicide, mais pas loin. Et quand je me souviens à l'époque, justement, Xavier Zalbert de François avait interviewé l'investigateur principal anglais de cette étude, il avait répondu c'est la dose normale recommandée par l'OMS dans l'amibiase. Alors l'amibiase, c'est les amibes, vous savez, qui attaquent le foie. Et là, j'étais estomaqué parce que même quand j'étais étudiant en médecine, ça fait longtemps, il y avait déjà longtemps qu'on n'a plus jamais utilisé la chloroquine ou l'hydroxychloroquine pour les amibes. Ça a peut-être été essayé autrefois par des médecins tropicalistes, mais ça ne marchait pas. Alors, il a confondu, je crois, hydroxychloroquine avec hydroquinoléine, qui est un médicament dans l'amibiase. Mais quand on voit le niveau de connaissance scientifique d'un gars qui est investigateur principal au niveau mondial pour une étude qui doit être la référence et qui utilise des doses toxiques, waouh, quoi, je dis, c'est quand même, c'est plus de la science, c'est un peu... Parce que ce qui est important pour nos téléspectateurs, pour que vraiment ils comprennent, parce que vous avez un langage quand même très, très technique, hein, professeur, c'est que Recovery, en fait, a sonné le glas de toutes les études qui auraient pu mener par la suite. Il y avait déjà l'étude du Lancet qui était totalement frauduleuse. Déjà Lancet. Et ensuite Recovery. Et voilà, après, on attendait le résultat des études, ça avait randomisé ces tirages au sort, c'est un mot que les Français commencent à connaître, on tire au sort des gens qui n'ont pas le traitement, Et Recovery devait être le must international, et on s'aperçoit qu'ils ont utilisé une dose toxique et qu'on n'a vraiment jamais eu vraiment les résultats totaux. C'était un petit peu, il n'y avait pas de transparence sur l'analyse de cette étude, et ça c'est pas normal. Normalement, quand on dépose une étude, j'étais investigateur principal d'études cliniques, on soumet le dossier à des experts indépendants qui analysent, qui critiquent, qui disent voilà, votre dose n'est pas la bonne, elle n'est pas conforme. Là, c'est parti comme ça, avec une dose un peu délirante. Personne n'a rien dit dans le monde. Tout le monde a dit Recovery, c'est magnifique, c'est la grande étude. Et en fait, ils ont exposé les gens, les populations, à des doses toxiques d'hydroxychloroquine. Et je suis heureux parce que, même si c'est une lettre, le New England Journal of Medicine qui a fait analyser notre critique par des pairs, comme on dit, des experts indépendants au niveau mondial, a reconnu qu'il y avait un problème. C'est un journal qui fait office d'autorité dans le milieu scientifique, dans le milieu de la médecine. Donc, effectivement. Mais ce que vous dites, c'est qu'effectivement, suite à cela, à cette étude de Recovery, tous les essais ont été suspendus et ils n'auraient pas dû l'être. Ben oui. Et donc, il y a une réhabilitation à mener aujourd'hui. Il y a eu plusieurs essais français, internationaux, avec divers noms que je ne vais pas citer, sur l'hydroxychloroquine ou l'azithromycine. Ils ont tous été interrompus. Mais ce qui a été vraiment surprenant, c'est qu'il y avait des diapositives, des résultats partiels de ces études qui avaient circulé sur Internet, qui montraient que dans toutes les études, le seul groupe de patients qui allait mieux, c'était avec l'hydroxychloroquine ou hydroxychloroquine plus azithromycine. Et pourtant, les investigateurs de ces études ont fait des communiqués en disant non, notre étude a montré que ça ne marchait pas, on arrête. Et ils ont été ennuyés parce que ces résultats, ce n'était pas une vraie analyse intermédiaire parce que comme ils ont arrêté l'étude très vite, il n'y avait pas la puissance statistique pour avoir une conclusion définitive. Mais il y avait, quand on regarde les courbes, il y avait une différence quand même très nette entre ceux qui recevaient l'hydroxychloroquine et l'azithro et les autres. Et évidemment, tout ça, ça a été noyé. Les médias n'ont pas vraiment relayé. Et là, ça n'a pas été publié non plus. Donc, on ne peut pas avoir accès aux données de base. Mais le fait comme ça qu'ils enterrent leurs études, alors que ça devait être la grande révolution internationale, ça prouve qu'il y a anguille sous roche, comme on dirait, quoi.
Plus qu'Anguille sous roche, effectivement. Mais derrière tout ce que vous dites, professeur, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il faudrait aujourd'hui, et je vous dis ça de façon très sérieuse sur cette émission qui s'appelle Le défi de la vérité de François, aujourd'hui que le professeur Raoult ait quasiment le prix Nobel de médecine? De toute façon, c'est certain qu'il est du côté de la vérité. Il est du côté de la vérité. Bien sûr, dès les premières études et après sur des milliers de malades, il l'a archi démontré. Et pourquoi tout le monde veut le faire taire? C'est parce que ça dérange qu'on avoue qu'il y a un médicament qui marche. Ce n'est pas le seul, parce qu'il y a même mieux que l'hydroxychloroquine maintenant. Il y a la fameuse ivermectine qui est un antiparasitaire qui marche encore mieux, qui donne très très peu d'effets secondaires. Et des dizaines, voire des centaines de millions de gens l'ont pris dans le monde pour éliminer les parasitoses. Donc il y a un énorme recul sur sa tolérance. Et d'un seul coup, on diabolise ce produit, mais non, c'est pas prouvé que ça marche pas, alors qu'il y a des études randomisées avec tirage au sort qui montrent que ça marche. C'est quand il n'y a pas d'études avec tirage au sort, on lui dit ouais, votre étude elle est nulle, il n'y a pas eu de tirage au sort. Là, il y a des études avec tirage au sort, des études dans beaucoup de pays, des expériences de médecins qui disent c'est fantastique. Et on nous dit que ça marche pas, et on attaque les médecins qui le recommandent, parce qu'avec vous savez qu'il y a la liberté de prescription, une coalition santé libre qui représente jusqu'à 30 000 médecins avec tous les consortiums de médecins qui sont alliés. Sur les 200 000 en France, 210 000 en France aujourd'hui. Et qui disent voilà comment on peut traiter, voilà notre expérience. Et il y a un tout petit groupe d'experts universitaires qui disent non, c'est des charlatans. Voire j'ai même vu des criminels. Ce qui est ahurissant, comment les médecins qui soignent, qui guérissent, on peut les traiter de criminels. Je veux dire, là on est sur une autre planète, je ne reconnais plus la science. Mais est-ce que vous pensez que les 69 milliards que constitue l'industrie pharmaceutique aujourd'hui jouent un rôle essentiel finalement dans tout ce qui se passe aujourd'hui? C'est ça la question principale qu'on se pose. C'est peut-être pas la seule question, mais on peut se poser des questions quand on voit tout l'argent qu'il y a dans l'industrie. Et je l'avais déjà dit à d'autres occasions qu'effectivement il y a une source d'influence, voire de corruption, via des liens d'intérêt déguisés qu'on appelle pudiquement conflits d'intérêts. Alors, un lien d'intérêt, j'ai rien contre, on a le droit de travailler pour l'industrie, mais on n'a pas le droit dans ce cas-là de donner des avis au nom de la France, de faire des déclarations publiques pour dire ceci, cela. Normalement, on est interdit de télévision, on est interdit de conseils scientifiques si les règles étaient respectées. Est-ce que je le dis depuis des mois et des mois et des mois, on ne respecte pas les règles. Tous les soirs, il y a des gens sur les plateaux de télé qui disent des choses qui ne sont pas du tout en adéquation avec ce qui est publié, qui ont plein de conflits d'intérêts, mais publics, je ne vais pas dire de nom, tout le monde les connaît. En tout cas, moi je peux en dire, parce que j'ai la capacité de pouvoir le dire. C'est vrai que les 3 professeurs qui sont les plus présents aujourd'hui sur les chaînes de télévision ont touché, pour certains, entre 130, l'autre 170, l'autre 540 000 euros, notamment des labos et précisément de Gilead. Ça, on a le droit de le dire. Donc quand vous dites qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts, si, précisément, il y en a. C'est pour ça qu'il faudrait faire un petit peu reprendre les rênes dans ce domaine, parce que là, à la Haute Autorité de Santé, moi j'ai été dans des commissions, normalement c'est très bien fait, on doit déclarer ses conflits d'intérêts personnels, institutionnels, ce qu'ont pas fait certains. J'ai eu des ennuis à cause de ça, parce que j'avais dit que quelqu'un n'avait pas déclaré ses conflits d'intérêts institutionnels, une institution pour laquelle vous travaillez, qui a touché beaucoup d'argent, qui peut jouer dans le sujet que vous discutez. Et tout ça n'est absolument pas respecté. Alors on va revenir quand même sur cette fameuse parution dans le New England Journal of Medicine, qui est une parution capitale quand même, vous le disiez tout à l'heure, et sur le rôle important, je dirais, de François derrière. François qui est considéré aujourd'hui officiellement par la politique, les politiques aujourd'hui comme étant un journal conspirationniste, alors que François a une véritable crédibilité et à travers Xavier Azalbert, donc son président, arrive quand même, et son caractère, je dirais, son côté très, je dirais pas médical, mais en tout cas scientifique et mathématique, arrive à pousser justement les investigations très loin. Et ça, professeur, je pense que vous leur ségrez. Mais je l'ai vu rapidement, parce que je ne suis pas contre les journalistes, j'ai même des journalistes dans ma famille ou proches. Les journalistes n'ont pas toujours le temps d'aller, et ils n'ont pas la formation scientifique pour le faire, d'aller vérifier quand l'AFP fait une dépêche, il y a un article qui sort pour ou contre la chloroquine, d'aller analyser ça en détail. Il faut quand même avoir un esprit scientifique. Et quand j'ai vu les premiers articles de Xavier Azalbert dans François, j'étais étonné, je me dit tiens, c'est quand même un journaliste qui prend le temps de tout éplucher, faisait la critique de la méthodologie, de l'analyse statistique avec une méthodologie arithmétique assez poussée.
Et j'ai dit, tiens, c'est marrant pour un journaliste, c'est pas habituel. Et après, j'ai appris par la suite que Xavier Azelbert était spécialiste en mathématiques, en physique, et il avait des grandes connaissances scientifiques. Ce qui m'a expliqué pourquoi François a été souvent en avance. Vous savez, dès l'affaire du Lancet et de Mera, c'est Xavier Azelbert qui a interviewé Mera, après c'est lui qui a interviewé l'anglais responsable de l'étude Recovery. Et à chaque fois, il a pu lever le lièvre quand ça collait pas dans les articles. D'accord. Dernière question, professeur, puisque le temps presse, mais vous remettriez aujourd'hui en cause le rôle essentiel que joue l'ANSM finalement derrière tout cela? Non, l'ANSM doit marcher de façon indépendante. Et je sais, parce que j'ai travaillé, ça ne s'appelait pas l'ANSM à l'époque, c'était l'AFSAP, c'est l'agence du médicament en gros. Il y a eu des scandales, il y a eu beaucoup de gens que j'ai connus qui étaient des amis qui avaient des liens d'intérêt majeurs avec l'industrie. Certains l'ont fait de façon tout à fait honnête, mais d'autres, on l'a su, parce qu'il y a eu des scandales même judiciaires où ils ont influencé des décisions dans un sens ou dans l'autre. Et ça, il faudrait, une fois pour toutes, faire le ménage. Bon, la loi Bertrand a essayé, mais ça n'a pas été assez loin, peut-être, dans certains domaines. En tout cas, merci infiniment d'être venu sur ce plateau de France-Soir. J'invite bien sûr tous nos téléspectateurs, et ils sont nombreux, ils ont été près d'1 million, donc les 2 premières fois où vous êtes venus sur ce plateau, à venir commenter, à nous dire ce que vous avez pensé véritablement. Si vous avez des questions à poser également au professeur Perronne, qu'on ne manquera pas en parallèle de relayer, bien entendu. Merci à vous de votre fidélité, de votre implication dans ce combat, je dirais, de résistance médiatique incarné par François. Et à bientôt pour une nouvelle émission des Défis de la vérité. Au revoir. Merci.